Oh bien, écoutez, bonsoir. Donc, au nom de la Bibliothèque Lavis, je suis ravi et nous sommes ravis de vous accueillir une deuxième fois ce soir. Donc, nous avons l'occasion ce soir d'accueillir Monsieur Francesco Zambonine, qui, comme vous le savez tous ici, va pouvoir s'exprimer sur Venise, l'Empire des marchands, qui est par ailleurs en fait un documentaire de la série, qui a été produite par Fernand Braudel, comme vous le savez également. Je ne goûte pas mon plaisir en fait aujourd'hui non seulement de vous accueillir, mais également en fait d'ouvrir les portes de la bibliothèque en fait à un public plus large à travers cette collaboration dont je suis extrêmement reconnaissant envers Madame Pouls. Eh bien écoutez, j'ai aussi cette possibilité qui m'est offerte, à savoir celle d'ouvrir les portes de la bibliothèque Lavis à ce public plus large qui est celui des amateurs des fonds de l'INA, mais aussi les passionnés d'histoire. Que dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est maintenant laisser la parole à Géraldine Pouls. Merci. Pour ma part, j'ai effectivement le plaisir de m'associer à ces événements qui sont tout à fait dans la continuité des missions du département que je représente, département de la valorisation scientifique, qui en fait promeut l'utilisation scientifique de l'archive audiovisuelle. Et donc ce soir, vous aurez une fois de plus une brillante démonstration de l'utilisation de ces sources en tant que vous manierez désormais en tant qu'historien, peut-être aussi plus tard en tant qu'enseignant, puisqu'elles seront aussi des supports pédagogiques pour vous. Et je vous rappelle que toutes les archives que nous vous présentons dans le cadre de ces séances sont accessibles pour la recherche à l'INATech, qui est donc le centre de consultation de l'INA, qui est à Paris à la BNF et dans 50 autres lieux de consultation en France. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup à M. Zambonine de se prêter à l'exercice. Merci beaucoup à la Bibliothèque Lavis et merci beaucoup donc à l'INA pour cette belle opportunité que vous m'offrez. J'aimerais bien commencer par la voix, voire peut-être la plume plutôt, de Fernand Braudel, en citant donc l'exergue du livre dont nous avons parlé hier soir déjà. Ce livre sur Venise qui est publié en 1984. Et donc je vous lis les premières lignes de ce livre. Venise, ni ne se voit, ni ne se comprend, ni ne se conquiert en un jour. Le plus volumineux des livres n'en fera jamais le tour complet. J'essaierai bien de dire ce qu'est la ville surprenante aux yeux de qui l'aborde. Mais la ville est multiple, et les yeux de chacun d'entre nous ont leur façon particulière de voir. J'essaierai bien, ensuite, de dire ce que Venise a été autrefois, mais le long fil qu'il faut dérouler pour saisir son passé s'embrouille, se casse entre les doigts. J'essaierai enfin de la montrer telle qu'elle est aujourd'hui, différente de ce qu'elle était il y a seulement quelques années, peut-être dans l'espoir de prévoir ce qu'elle sera demain. Je voudrais commencer par cet extrait pour 5 raisons. La première, c'est que ça vous montre déjà le langage, le style très 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 beau que vous retrouverez aussi dans le documentaire. La deuxième raison, c'est que ça me permet de garder en dernier confort ce feuille avant de abandonner un tout petit peu mes notes. La troisième raison, c'est que ça me permet aussi de introduire un tout petit peu un discours, un fil rouge qui structure tout le documentaire, tout l'épisode, c'est-à-dire celui du contraste entre les continuités et les changements de la ville de Venise. Et puis, pour gagner un peu les faveurs du public, ça me permet aussi, en cas d'échec total de cette projection conférence, de être en bonne compagnie de Braudel lui-même, qui, comme lui dit, c'est difficile, c'est une entreprise très difficile, celle de d'écrire et de parler de la ville de Venise. Et cinquième vraie dernière raison, c'est que ça me permet de vous expliquer comment j'ai choisi les extraits que vous allez voir, on va vous montrer. Je lisais justement ce livre avant de faire ce choix et je me suis dit en fait ça serait une bonne idée celle de choisir un extrait sur le passé, un extrait qui nous parle du présent et un extrait qui nous parle du futur
de la ville de Venise. J'ai vite compris que c'était pas possible parce que les temporalités sont entrelacées, parce que elles sont présentes de manière inégale. Et donc, après cette première tentative, j'ai pensé à une deuxième tentative qui peut-être rend honneur à Braudel beaucoup mieux. En pensant à une tripartition toujours, je me suis dit, bah pourquoi pas choisir les temporalités brodéliennes, cette triade du temps géographique, du temps des États et des sociétés lentement rythmé, et dans un troisième temps, le temps des événements, le temps le plus bref, qu'il dit le plus directement accessible. Je me suis vite rendu compte que là aussi c'était un échec parce que effectivement cette triade est présente dans le documentaire, dans l'épisode, mais il est impossible de disséquer cet épisode en 3 morceaux qui représenteraient les 3 temporalités. Donc, j'ai donc choisi tout simplement de suivre l'avancement, la logique de l'épisode, ce qui me fait un peu contredire ce que je dis souvent à mes étudiants en classe quand il s'agit de faire un commentaire de document. Il faudrait jamais en classe on dit suivre la structure, reprendre la structure du document. Bah dans ce cas-là, avec ce documentaire, je vais reprendre complètement l'avancement dans l'histoire de la civilisation vénitienne vers son essor et puis vers jusqu'à sa chute, qui est un peu le contenu du documentaire que nous allons voir. J'aimerais bien laisser donc la place tout de suite aux images. Juste pour dire que donc ces premiers extraits représentent l'apogée. C'est une synthèse de l'apogée de la ville de Venise. Un apogée et une synthèse qui est très fictive parce qu'il s'agit de fixer vraiment le marché, le gouvernement, la justice hors le temps. Vous allez vous en rendre compte vous-même bientôt, mais on va reprendre ensuite ce qu'on vient de voir. Et nous voilà confirmés, enfermés dans notre mirage vénitien. À Venise, rien ne bouge, rien n'aurait bougé depuis qu'elle a surgi des eaux. Impression obsédante, mais inexacte en vérité. Car il a fallu des siècles et des siècles à Venise pour se construire, se reconstruire, pour rester elle-même. Un immense, un fantastique travail, une histoire mouvementée. Cette longue histoire de Venise a laissé partout des témoins et des traces. Partons à leur recherche. Le meilleur moyen, scientifiquement parlant, serait de gagner l'église des Frari, dont le cloître abrite aujourd'hui des immenses collections de documents de l'Archivio di Stato, un des plus célèbres dépôts d'archives du monde. Ces écrits nous livrent la vie économique et politique de Venise. Mais le passé de Venise déborde de ses bibliothèques. Il se trouve, plus immédiatement lisible, plus chargé d'affectivité, dans ses pierres. Regardez le pont du Rialto, par exemple. Ce n'est pas seulement admirer une belle arche de pierre, c'est comprendre que pour la soutenir, il a fallu ficher dans le sol instable, à 16 pieds de profondeur, des milliers de troncs d'arbres. Et c'est pouvoir imaginer ces forêts entières enfoncées dans les eaux et le sable sur lesquelles se dresse Venise. C'est aussi se souvenir que le Rialto, avant d'être en pierre, était, tel que l'a vu Carpaccio, en bois. En 1500, un jour de fête, ce pont de bois s'effondre et on décide de le reconstruire en pierre.
il faudra la somme énorme de 250 000 ducats. Ainsi, nous retrouvons l'épaisseur du temps vécu. Et nous la retrouvons aussi dans les églises et les palais. Depuis les églises les plus anciennes, celle de Murano qui date du XIIe siècle, jusqu'à celle du XVIe et du XVIIe, toutes portent témoignage. Ce sont de grandes épidémies que commémore l'église du Rédempteur et l'église de la Salute, qui comptent parmi les plus belles. Et la Cadoro de style gothique souligne le lien entre l'art et l'histoire. Car le gothique, adopté tardivement par Venise, s'y est maintenu jusqu'au XVIe siècle, aussi longtemps que la République fut à son apogée. À Venise, l'histoire est partout présente. Parcourir la ville, c'est en retrouver la grandeur, le courage, la puissance, l'éclat des jours de gloire où elle domine la Méditerranée tout entière. Et ses ombres aussi, et ses erreurs. Les moyens de sa puissance sont encore là sous nos yeux. Sur la Piazzetta, voici la Zecca, l'hôtel des monnaies. À la Zecca se frappaient les monnaies d'or et d'argent. En moyenne, au XVIe siècle, 1 million de ducats en or et 1 million de ducats en argent par an. C'est par ces mouvements comme sanguins que Venise dirige, irrigue son commerce, l'impose et le défend. Ces pièces d'or ont inondé le Levant et les pays de l'islam. Autre pôle de puissance, le palais des Doges, le palais du gouvernement. Un gouvernement éclairé, intelligent, méticuleux, tenu par la noblesse vénitienne, c'est-à-dire par de grandes familles marchandes soucieuses de ne pas laisser l'une d'entre elles s'emparer à elle seule du pouvoir, ce qui donne à ce gouvernement autoritaire des allures trompeuses de démocratie. Le clergé est strictement tenu à l'écart de tout pouvoir temporel. Saint-Marc n'est pas la cathédrale de Venise, c'est la chapelle du Doge. Donc, un gouvernement fort, soucieux de la prospérité publique, et à l'occasion impitoyable vis-à-vis de tous. Quand il s'agit de la raison d'État, assassinat, exécution sommaire, arrestation, emprisonnement, tout est bon au gouvernement vénitien. On comprend dès lors que cette galerie était dénommée Pont des Soupirs. Par elle, les coupables étaient menés directement du palais des Doges à la prison au toit de plomb. Mais la puissance vénitienne, où est-elle plus apparente qu'à l'Arsenal? Au XVe et au XVIe siècle, l'Arsenal était la plus grande manufacture d'Europe. Avec ses 3000 ouvriers, ses chantiers navals, ses magasins pleins à craquer de poudre, de boulets, de pièces d'artillerie, de poutres et de madriers, et de tout ce qu'il faut pour construire et entretenir une imposante flotte. Quand Henri III passe à Venise, venant de Pologne en 1574, on assemble sous ses yeux une galère en une seule journée. C'est véritablement déjà une chaîne de montage. Et rappelons que pour ravitailler l'arsenal, il a fallu des forêts entières.
Quant à l'armée de Venise, elle était composée de mercenaires. Le plus fameux, le voilà, Bartolomeo Colleoni, condottiere du XVe siècle, qui, après une vie mouvementée au service de plusieurs maîtres, a été 25 ans durant chef des armées de Venise, commandant en chef de l'armée de terre. Et dans le marbre, le tombeau d'un chef de l'armée navale, le doge Contarini. Une armée de mer plus une flotte marchande. Il ne faut pas se tromper, ce qui soutient la puissance de Venise tout entière, c'est son négoce, c'est sa primauté marchande. Il n'y a pas de puissance sans domination économique. Ces navires ronds, ces galères, sont les signes de la puissance de ces trafics, de la royauté des marchands patriciens. Du XIIIe au XVIe siècle, Venise a participé au grand trafic de la Méditerranée, c'est-à-dire la route des épices et de la soie, jusqu'au Levant, à l'Inde, à la Chine. Elle a dominé ces trafics comme l'Angleterre dominera les grands trafics du monde au temps de la reine Victoria. Pour cela, il faut que les galères de Venise patrouillent éternellement en Adriatique, l'Adriatique par excellence, la mer de Venise, il nostro golfo, disaient les Vénitiens. Les marbres de l'église de Saint-Raphaël nous parlent des clés des pouvoirs de Venise dans l'Adriatique et dans les mers du Levant. Forteresse, escale, point stratégique, îles fortifiées qui jalonnaient la route maritime vers l'Orient. Je vous ai pas prévenu par rapport à hier, les extraits sont un petit peu plus longs. Donc cet extrait de 10 minutes, le prochain c'est 12 minutes et puis le dernier est un peu plus court, mais voilà. Ce que j'aime bien dans cet extrait et dans l'épisode, c'est qu'il commence par un avant-goût des archives scientifiquement. Nous apercevons des documents en écriture mercantesque et on a vraiment l'impression que c'est un épisode en produit avec la collaboration d'un historien, mais on quitte rapidement les archives qu'on retrouvera dans le deuxième extrait pour regagner les pierres de Venise. Je pense que dans ces paroles, il y a un clin d'œil à John Ruskin, qui était un historien de l'art, de l'architecture, et à son ouvrage The Stones of Venice, publié en 1851, et qui représente un ouvrage important pour même l'histoire tout court de la ville de Venise, et qui a influencé des auteurs comme Marcel Proust dans sa poétique, et c'est Proust justement qui l'a traduit en français comme premier. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un clin d'œil à cet ouvrage et à cet auteur. On commence donc par les pierres, et les pierres les plus iconiques, ce sont les pierres de Rialto, avec ce contraste entre la première version du pont en bois et puis la deuxième de 1588. Ensuite, il y a les palais, les paroisses qui parsèment la ville de Venise. Et on passe rapidement aux institutions qu'il y a derrière ce mur. D'abord l'hôtel de la monnaie, la Zecca. J'étais étonné personnellement qu'il n'y ait pas de référence à l'étymologie de Zecca. Hier, on a écouté beaucoup de lingua franca, beaucoup de mots qui passent de l'arabe à l'italien, de l'italien à l'arabe. Eh bien, Zecca vient de l'arabe Sika, qui veut dire frappe. Et donc, l'hôtel de la monnaie à Venise s'appelait Zecca. D'où les séquins qui sont les monnaies d'or
zecchini en vénitien, en italien, produit par la Zecca. On traverse la Piazzetta, qui est cette place qui est entre justement ce bâtiment della Zecca, construit au XIVe siècle par Jacopo Sansovino et aujourd'hui qui fait partie aujourd'hui de la Biblioteca Marciana, la bibliothèque Marciana, pour passer dans le cœur, pour entrer au cœur du gouvernement vénitien avec le palais des Doges. Alors, la description du gouvernement vénitien est contrastée. Il est éclairé, mais en même temps, il est autoritaire. Il est monarchique et en même temps laïque, parce qu'il y a très peu d'églises, comme l'épisode le dit lui-même. C'est en somme une oligarchie absolutiste, avec des allures trompeuses de démocratie. Bon, un avis beaucoup plus tranché, c'est celui sur la justice, je dirais presque dénigratoire. Dénigratoire, pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une reprise des stéréotypes d'une légende noire qui commence au XIVe siècle déjà dans des auteurs vénitiens qui sont critiques envers la justice vénitienne et qui ensuite a eu un grand succès à l'étranger. La généalogie de cette légende noire est composée par auteurs étrangers et surtout parmi ses pourfendeurs il y a plein de Français, notamment Nicolas Amelot de la Houssaye, qui au XVIIe siècle écrit cette histoire du gouvernement de Venise qui est très dure envers la justice notamment de Venise, décrite avec des tentes très très sombres, comme sont un peu les tentes parfois presque comiques en fait qu'on retrouve dans ce documentaire. Alors, je pense que Braudel ne partage pas tout à fait cette position. Pourquoi je dis cela et qu'il a dû se plier d'une certaine manière à une certaine vision et une volonté du public peut-être. Pourquoi je dis qu'il les partage pas? Parce que en 1970, dans le programme Les dossiers de l'écran que nous avons cité hier, il y a beaucoup de liens entre aujourd'hui et hier, entre l'épisode sur la mer et l'épisode d'aujourd'hui. Dans cette émission-là, Braudel, quand il s'agit, alors cette émission, on le rappelle, prévoit la projection d'un film, dans ce cas-là, Le Bourreau de Venise. Et ensuite, cette projection est suivie par un débat et avec la possibilité donnée au public de poser des questions. C'est un peu la formule de ce soir. Eh bien, dans cet épisode-là, à un moment donné, la question posée concerne la justice vénitienne. Et si les autres historiens comme Alberto Tenenti ou Romano Ruggiero répondent que en évoquant ces stéréotypes que nous venons d'écouter, Braudel, il est plutôt il est d'un avis différent. Il dit que d'abord il faut aller aux archives, prendre ces procès de ces magistratures, les étudier, et seulement après on pourra vraiment avoir notre jugement de la justice vénitienne. Eh bien, j'aimerais bien qu'il ait mis noir sur blanc ces mots, comme ça j'aurais pu les citer en introduction de ma thèse, parce que je travaille sur la justice à Venise, et le fait que Braudel dise qu'il faut d'abord aller chercher dans les archives avant de parler de cette justice vénitienne dont on a beaucoup parlé, mais très peu, qui a été très peu étudiée en fait finalement, surtout les magistratures de manière
extensives, elles ont été très peu étudiées. Nous passons donc des séquences sombres sur la justice à l'arsenal. J'ai bien aimé aussi cette possibilité que l'épisode nous donne, le documentaire nous donne de rentrer à l'intérieur de l'arsenal. C'est quelque chose de plutôt exceptionnel, surtout pour l'époque. Dans ces années-là, l'arsenal est encore inaccessible au public. Il le reste en partie aujourd'hui encore parce que c'est une zone militaire. Une autre partie de l'arsenal a été achetée par la Biennale à Venise, et comme vous le savez peut-être, chaque année dans les pavillons il y a des expositions et entre mai et novembre, ça fait partie de la Biennale. Mais tout de même, et cette vente à la Biennale a été faite justement à la fin des années 70. Donc, ce documentaire nous permet de voir l'arsenal avant que ce soit accessible à un public qui ne soit pas un public, enfin qui ne fasse pas partie de certains milieux ou de l'armée. Mais je trouve que on abandonne rapidement la force militaire parce que le documentaire nous dit il n'y a pas de puissance sans domination économique. Et ce qui me plaît beaucoup de ce passage ensuite, c'est la comparaison entre Venise et l'Empire britannique. Il n'utilise pas directement le mot de Commonwealth, mais dans l'historiographie, on parle souvent de Commonwealth vénitien pour parler de cette puissance vénitienne ancrée sur une domination économique de tout un tas des colonies. On pourrait, l'épisode ne le fait pas, on pourrait se poser la question de justement la nature coloniale de l'Empire vénitien. Et cela a été posé par des chercheurs, des historiens et des historiennes dans les années plus récentes. Pour introduire le deuxième extrait, donc dans le deuxième extrait, la question est d'où vient ce succès, d'où vient le succès de la ville de Venise. Et la réponse est riche, et en même temps, la réponse c'est la grandeur vénitienne est redimensionnée par la réponse qui est donnée. Pourquoi? Parce que la grandeur, le succès, nous dit le documentaire, vient d'un côté de la chance et de l'autre, bon, en tout cas en partie de la chance et de l'autre de l'exploitation. Donc Venise perd un tout petit peu ses mérites. Le mérite d'avoir inventé un capitalisme précoce, pour utiliser les mots de Braudel lui-même, parce que d'un côté, elle jouit d'une position favorable entre le nord et le sud, l'ouest et l'est, et ça revient donc à la question du déterminisme géographique de Braudel, qui n'est pas tout à fait un déterminisme géographique, parce qu'il va au-delà du déterminisme géographique, mais c'est sûr que le cadre géographique donne beaucoup à la ville de Venise et fait beaucoup, joue un rôle très très fort dans le succès de la ville. Et puis l'autre manière d'attendre ce succès, c'est l'autre chance qu'il y a à Venise, c'est l'exploitation et c'est le fait de parasiter, nous dit Braudel, il utilise le mot de parasite, de parasiter l'Empire byzantin. Donc je vous laisse à ce deuxième extrait et pour reprendre ensuite, comme je viens de le faire pour le premier, certains points. À ce moment-là, Venise n'est qu'un point sur la carte de la Méditerranée, mais un point fort de haut voltage, de capitalisme précoce. Pourquoi?
c'est la position de Venise au nord de l'Adriatique, en un des points les plus septentrionaux de la mer intérieure, donc à proximité du corps même de l'Europe. On traverse les Alpes, on atteint la Haute-Allemagne. Au-delà de la Haute-Allemagne, on peut aller par les fleuves et par les routes jusqu'aux Pays-Bas. Et c'est l'axe essentiel qui traverse l'Europe, Pays-Bas, Italie, Italie du Nord. De même, il y a à partir de Venise toutes les routes qui s'en vont par l'Adriatique, qui débouchent au-delà du canal d'Otrante et qui s'en vont soit vers l'Afrique du Nord, soit plus encore vers le Levant et vers Constantinople. Ces routes que Venise a réussi à contrôler, car elle occupe en bordure de l'Adriatique tous les points essentiels. Et même en dehors de l'Adriatique, l'île de Corfou occupée en 1383. Il y a donc en faveur de Venise et de la primauté de Venise toute une complicité des routes qui évidemment n'a pas suffi à elle seule à créer la gloire et la splendeur de Venise. Il a fallu mettre à profit la supériorité des villes de l'islam, exploiter les richesses exceptionnelles de Byzance et parasiter en quelque sorte ces pays supérieurs. C'est une longue histoire, celle des marins, des marchands vénitiens qui pénètrent peu à peu dans l'Empire byzantin et imposent leurs services, apportent leurs marchandises, le sel, le bois, les esclaves, et qui finissent peu à peu par devenir les marchands essentiels de la péninsule des Balkans et de l'espace byzantin. Les circonstances devront l'aider. Les circonstances, avant tout, l'énorme circonstance des croisades. Ces gens qui descendent du nord, qui viennent avec de l'argent, avec leurs chevaux, leurs armes, leur enthousiasme, et qui sont transportés par tous les bateaux d'Italie et par les bateaux vénitiens. La 4e croisade, dont Venise organise le transport et qui aboutit au sac de Constantinople, une des horreurs de l'histoire du monde, mais Venise en tire des profits. Elle avait jusque-là exploité, parasité l'Empire byzantin du dedans comme des termites qui grignotent le bois d'une maison. Dorénavant, elle est dans le monde du Levant, dans l'espace byzantin, elle est chez elle. Et cela nous ramène au cœur des archives de Venise, là où sont consignés tous ces trafics, où sont conservés les papiers de ces marchands qui parlent d'achat, de vente, de fret, d'assurance maritime. Et cela nous conduit aussi au cœur de la ville, en un des lieux les plus importants de son activité. Au centre de la vie marchande de Venise, vous avez devant vous l'énorme bâtiment de la poste centrale de Venise, qui est en réalité l'ancien Fondaco dei Tedeschi, ou comme l'on dit en vénitien, le Fontego dei Todeschi. Les marchands allemands louaient des magasins dans lesquels non seulement ils entreposaient leurs marchandises, mais où ils habitaient. Ce qui a été, je dirais, une sorte de vie très particulière et très difficile pour eux parce qu'ils sont surveillés par les autorités vénitiennes, un petit peu comme les Vénitiens sont en pays d'islam, surveillés dans leur fondouk par les musulmans. Ils sont dans l'impossibilité, par exemple, de commercer librement par voie de mer, c'est-à-dire atteindre les très gros profits du commerce en direction du Levant. N'oubliez pas que pour Venise, la clientèle des marchands allemands et la clientèle par excellence, ce sont les acheteurs d'épices, les acheteurs de poivre, et qui apportent d'ailleurs en compensation des textiles, des fusaines et aussi un nombre considérable de produits métallurgiques. En descendant dans le sens opposé de la direction du Fondaco dei Tedeschi, on arrive jusqu'au marché de Rialto. Enfin, c'est à Rialto que se trouve la loggia, la bourse des grands marchands. Et en arrière de cette bourse, se tenant presque en même temps qu'elle, avec un bruit qui est infiniment supérieur au bruit que peuvent faire les commerçants en train de traiter des questions entre eux, se trouve l'énorme marché, l'énorme ventre de Venise. Brava!
Dai, bevi, alzami. Allora, paga 500, dai a madre, conti e va via. Bevi, dai, che tu ti capi, io non lo chiamo. Forte de ce commerce, Venise est-elle seule à régner sur cette Méditerranée reconquise par l'Occident? Venise n'est pas seule. Venise doit lutter contre Florence, contre Milan et surtout contre Gênes. Et Gênes est dans une situation analogue. Elle occupe un des points septentrionaux de la Méditerranée. L'Apennin se franchit avec une relative facilité, au-delà les Alpes, et l'on retrouve les mêmes routes, les mêmes complicités des trafics qu'en faveur de Venise, en direction de l'Allemagne du Sud et en direction des Pays-Bas, et pour les mêmes marchandises. Les mêmes marchandises, c'est-à-dire avant tout les drogues, le poivre, les épices, la soie, qui permettent, grâce aux reventes en direction de l'Europe, des bénéfices considérables. Or, Gênes est une ville singulière et, je dirais, fascinante. Ville étonnante, batailleuse, manquant d'espace, pressée par la mer, adossée à la montagne. Imaginez de hautes maisons serrées les unes contre les autres, des rues étroites où les voitures ne passent pas. Et elle est peut-être moins belle pour nous que la ville de Saint-Marc, mais elle est extraordinaire. Elle est d'une légèreté, elle a le goût du risque. Les hommes d'affaires, ils sont beaucoup plus les maîtres qu'à Venise. Venise, la seigneurie contrôle tout, tandis que dans la ville de Saint-Georges, ceux qu'on pourrait appeler les capitalistes sont les vrais maîtres, ce sont des maîtres féroces. La ville s'embarque quelquefois tout entière sur les galères. C'est elle qui, en 1291, a cherché, au-delà du détroit de Gibraltar, à contourner l'énorme masse du continent africain. C'est encore Gênes qui a réussi, au début du XVe siècle, à pousser ses explorateurs en direction des routes du Maghreb, d'Afrique du Nord, jusqu'à l'or du Touat. Certes, une ville moins tranquille que Venise, sans cesse en guerre contre elle-même, en proie aux factions intérieures, un nid de guêpes. Mais une ville prompte à s'adapter aux circonstances et à frapper. Victorieuse, elle est impitoyable. Elle tue Pise. Elle se saisit de la Corse et s'infiltre dans l'Empire byzantin. Gênes a été sur le point à plusieurs reprises de l'emporter dans sa lutte contre Venise. Gênes a réussi des exploits fantastiques. Elle a réussi à pénétrer l'Empire byzantin reconstitué en 1261, à pousser ses avantages en mer Noire et à gagner jusqu'à la mer Caspienne. C'est quelque chose de fantastique que l'histoire de Gênes. Et Gênes est certainement, d'un point de vue capitaliste, en avance sur Venise, ce qui prouve que ce n'est pas forcément la ville la plus avancée qui doit l'emporter sur l'autre. La dernière lutte, c'est ce qu'on appelle la guerre de Chioggia. Chioggia est ce petit village de pêcheurs, cette petite ville de pêcheurs qui se trouve au sud, à une des ouvertures de la lagune sur la mer Adriatique, et les Génois réussissent en 1378 à l'occuper. Le lion de Saint-Marc, on vient de le saisir à la gorge, et les Génois croient qu'ils vont gagner. Et il y a une sorte de soulèvement patriotique féroce de la ville de Venise. Chioggia est reprise. Venise réussit à abattre le vainqueur. Peut-être parce qu'en cette année 1378, on a coulé pour elle quelques bombardes. La poudre aurait donc sauvé Venise. Venise l'emporte par la paix de Turin en 1382. Et alors commence pour elle plus d'un siècle de primauté, je ne dis pas tranquille, mais de primauté mal contestée par les autres. Elle est la première désormais au centre le plus vif de l'économie mondiale du temps.
Elle est le nombril du monde. Mais le monde autour d'elle change et se transforme. Alors commence sa décadence. Mais Venise semble toujours la même. Tout se passe comme si elle avait sauvé ses fêtes. Elle est, au XVIIIe siècle, telle qu'elle était encore au XVIe et au XVIIe, la ville la plus brillante d'Europe. La fête y règne, et chacun va à la rencontre du plaisir et du bonheur. Belle image. Venise aurait troqué la grandeur de jadis pour la joie de l'instant. Elle se serait cachée sous son habit de fête. Mais l'image est inexacte. Venise a toujours été une ville de la joie de vivre. C'est là un privilège de la richesse. Et Venise reste une ville riche, où les gens fortunés le sont de façon démesurée. Cette démesure s'ouvre sur le plaisir. Dès 1600, les patriciens renoncent au commerce, mais c'est pour mieux épouser la terre, pour étendre leurs domaines, pour bâtir des villas somptueuses, aussi belles que les palais du Grand Canal. On les retrouve tout au long de la Brenta, les plus belles, mais aussi à l'intérieur des terres. Donc cet extrait, il est mon préféré. Je l'aime beaucoup parce que d'abord, il y a une sorte de résumé du travail de l'historien. Nous retrouvons Braudel dans son bureau d'abord. Ensuite, nous allons dans les archives. Et à la fin, il y a la descente sur le terrain. Et on le suit face au Fonduc des Allemands jusqu'au marché de Rialto, où on entend les cris de Venise, les voix de ces marchands qui semblent être les mêmes que il y a des centaines d'années. Alors pour ce qui est des archives, effectivement, une autre recherche qui est plutôt récente concerne justement ces bilans commerciaux des douanes vénitiennes qui sont très très riches, une source très très riche dans les archives vénitiennes et qui a été exploitée seulement dans les dernières années. Il y a beaucoup d'articles, dont celui d'Alessandra Sambo en particulier en français. Donc je vous invite à le lire si vous êtes intéressé par d'avoir les détails de ce commerce vénitien. Mais c'est quelque chose qui est arrivé, enfin malgré le fait que les sources étaient là, c'est plutôt récent. Et puis cet extrait me déplaît aussi beaucoup parce que le paroxysme de la puissance vénitienne, ce succès, il est pas seulement immérité, mais il est aussi éphémère. Un coup encore plus dur, je pense, on va de mal en pire, c'est les minutes que Braudel passe sur Gênes. Et j'aimerais bien dire le nom et présage. Parce que cette ville, donc, qui est un peu l'ennemi juré de Venise, je pense que sincèrement Braudel est beaucoup plus passionné et beaucoup plus amoureux de Gênes. On retrouve un peu le Braudel espagnol plutôt que le Braudel italien. Donc c'est un retour du Braudel espagnol des décennies précédentes qui revient et qui en fait je pense représente la véritable identité de Braudel. Les liens entre
Génois et Espagne, vous le connaissez peut-être. Dans cette lutte en particulier avec Venise, pas vraiment au XIVe siècle, quand il est question de la guerre de Chioggia, c'est pas vraiment le moment dans lequel Gênes et l'Espagne sont sur le même front contre Venise, mais plus tardivement, au XVIe, XVIIe siècle, c'est un peu les deux fronts qui s'affrontent. Pourquoi la question n'est pas posée directement, mais cette partie de l'épisode répond de manière indirecte à la question pourquoi ce déclin. Et la réponse c'est que Venise est justement une ville hors du temps, que si les autres, le monde autour d'elle qui l'entoure change, se transforme, elle est incapable de changer. C'est ça la raison de son déclin. Et en même temps, il y a des changements, mais ce sont des changements mauvais. Donc on comprend pas vraiment quelle est la réponse en fait finalement du documentaire. Un changement mauvais, par exemple, est celui de la reconversion agricole des nobles. C'est un phénomène que Braudel lui-même décrit dans les premières pages de la Méditerranée, dans le premier des volumes, qui est perçu comme une sorte de trahison de la tradition. Et le mot même utilisé, le fait que les nobles, dit Braudel, ou en tout cas la voix du documentaire, qui est entre parenthèses la voix de Maurice Steinach, qui est l'acteur Maurice Steinach. La voix dit que les nobles épousent la terre. Et là aussi, je pense qu'il y a une référence aux épousailles de la mer, à cette célébration qui se tient en Venise chacun 5-6 semaines après Pâques, donc pour la fête de l'Ascension, la Senza en vénitien. Et donc depuis le XIe siècle, les doges vénitiens jettent dans la mer un anneau d'or pour symboliquement épouser la mer et donc célébrer ce mariage qui aurait signifié la chance et le succès de Venise. Eh bien, le choix le fait de dire que les nobles trahissent donc d'une certaine manière l'esprit vénitien en épousant la terre, c'est pour dénoncer un peu cette reconversion agricole qui serait à l'origine du déclin, ou en tout cas un symptôme de ce déclin. Eh bien, pour compenser cette image de Venise en déclin, j'aimerais bien j'ai choisi un extrait qui n'appartient pas au documentaire, parce que grâce au conseil des personnes qui m'ont aidé à préparer cette projection, j'ai pu visionner l'épisode des dossiers d'électrin dont je vous parlais tout à l'heure, à l'intérieur duquel justement Braudel à un moment donné se passionne pour Venise. Il arrive presque à couper la parole aux autres intervenants. C'est pas l'extrait que je vais vous montrer, mais je vous invite aussi à aller voir sur Inamedia Pro cet épisode, enfin cette émission, ce programme, beaucoup plus didactique. Vous allez le voir, les historiens sont assis dans une pièce. Et bon voilà, quand même, Braudel arrive à se passionner pour Venise, et c'est cet extrait que j'aimerais bien vous montrer pour compenser et retrouver un peu l'amour de Braudel pour une ville que je pense il aimait moins que Gênes. Guy Darbois. Et nous voudrions avoir une idée un peu précise de la puissance de Venise. Monsieur Romano, je veux dire qu'on reste confondu, je le disais tout à l'heure en commençant cette émission, par l'extraordinaire développement économique, maritime, guerrier, finalement d'une toute petite cité
quel était le nombre d'habitants? Oui, ça dépend des époques, mais au maximum. Combien? Au grand maximum, le grand épanouissement était 100 000 habitants. 100 000 habitants. 150 000. 150 000. C'est ça, en général, c'est 100 000. On est grand généreux. Oui. Non, mais ça n'est pas une petite ville. C'est une énorme ville. Oui, non, mais je veux dire c'est aux dimensions de l'économie du temps. Enfin, les villes qui dominent l'économie mondiale, même une ville comme Amsterdam, c'est une ville de 150 000 habitants. Enfin, il faut arriver avec Londres pour avoir un grossissement prodigieux. Si bien qu'elle fait le poids, elle fait longtemps le poids. Et c'est un phénomène, il y a un mot qui n'a pas été prononcé, vous avez certainement raison, c'est un des points chauds du capitalisme européen. C'est par Venise que commence, je dirais, la longue histoire du capitalisme. C'est une ville qui se trouve au milieu de l'eau et qui est bien obligée de vivre, et donc obligée de nouer des relations, soit avec la terre ferme, soit avec le monde balkanique, soit avec Byzance, soit avec l'islam. Et ceci explique, je dirais, la partie prodigieuse qui a été jouée par Venise, et qui lui a permis, je dirais, de dominer d'abord l'Adriatique et de déborder l'Adriatique, d'avoir un empire colonial avec toutes les vilainies que peut signifier le colonialisme. Venise n'a laissé rien aux autres, à ses successeurs, à inventer. C'est une ville d'une puissance extraordinaire, et ne croyez pas que quand elle se retourne vers la terre ferme, elle devient brusquement misérable. La terre ferme est exploitée, les propriétés rapportent beaucoup plus que les opérations maritimes. Vers la fin du XVIe siècle, au moment où commence le film au XVIIe siècle, mais les rapports sont des rapports fabuleux. La terre est dominée, la terre quelquefois conquise sur les lagunes, sur les fleuves. Ça représente une opération extraordinaire. Il y a beaucoup plus d'argent à gagner en cultivant la terre qu'en risquant, je dirais, des opérations lointaines. Et Venise est restée, au début du XVIIe siècle, une ville d'argent énorme. Enfin, quand on envoie des lettres de change, on est sûr que les lettres de change peuvent se changer en argent comptant. C'est une ville qui frappe 1 million de ducats d'or par an, 1 million de ducats d'argent. Ça représente une énorme machine. Ça représente une puissance même jusqu'au XVIIIe siècle, ce que M. Tenenti pouvait dire, et ce que disait Monsieur Marcel Brion. Je crois que quand vous avez dit le miracle de Venise, il faut dire les miracles de Venise. Ils se succèdent. Il y en a eu plusieurs. Oh, il y en a eu toute une suite. Et la solidité de cette monnaie, la richesse de la Zec a été évidemment incomparable et miraculeuse. C'est une vivacité, c'est une force. J'avoue que Bonaparte, jetant, comme vous le disiez, Venise dans l'histoire d'Europe, on peut bien dire qu'il ne lui a pas rendu un service, ni à l'histoire. Il aurait pu la laisser tranquille. Elle était encore, je dirais, capable de vivre pas un siècle, mais quelques décennies importantes. Voilà. Je pense qu'il faut quand même... J'aimerais bien ajouter qu'il faut se méfier parce que si vous allez regarder le programme, cette émission, il dit plus tard, je pense, que de toute manière, le capitalisme vénitien a été fait par des capitalistes génois à Venise. Et puis nous retrouvons un peu la schizophrénie de cette position qui n'est pas très claire sur la reconversion agricole qui commence déjà au XVIIe siècle. Est-ce qu'elle est là? On aperçoit une idée un peu différente, une vision un peu différente sur le phénomène. J'aimerais bien donc conclure avec un troisième extrait sur les tout derniers, enfin la fin du documentaire, qui essaye de racheter l'image de Venise en montrant une Venise qui invente le soft power, on l'appellerait aujourd'hui cette puissance douce, avant la lettre, parce que à travers ses arts, sa musique, ses fêtes, elle serait capable de résister, de faire face à sa chute et de survivre à sa chute et de faire face à la modernité. Là aussi, la modernité qui revient dans l'épisode de la mer, elle était présente. C'est un peu la crainte
ou en tout cas ce qui va changer complètement la donne. Donc, j'aimerais bien voir ce dernier extrait et puis terminer avec un dernier commentaire sur ces scènes. Le théâtre n'était pas seul à dispenser le plaisir. S'y ajoutaient de nombreux jeux et concours, la chasse aux taureaux sur le Campo San Polo, les joutes, les courses de barques. Mais rien n'est comparable au carnaval, qui durait jusqu'à 6 mois. À Venise, le masque est l'instrument, le moyen, le prétexte de la joie. Le masque à Venise efface tout. Et d'abord, la hiérarchie sociale. Venise était au XVIIIe siècle la ville d'Europe peut-être la plus riche en théâtre, en musique et en opéra. Ce qui compte le plus à Venise, c'est sa musique. La musique de Monteverdi, de Vivaldi, de Scarlatti. Et cela est si vrai que, où que nous l'entendions, elle nous restitue l'image de Venise. Venise mit ses fêtes au service de sa politique étrangère. Elle les offrit aux ambassadeurs, aux riches visiteurs. Mais à partir de 1797 et de l'occupation de la ville par Bonaparte, la joie devint artifice. La Venise des doges et des marchands est morte. Protégée par son site du développement anarchique et de l'invasion automobile qui affecte les autres capitales, contrainte à rejeter à sa périphérie ses industries, Venise s'est perpétuée telle qu'elle était. Pris par son charme, nous oublions que ces palais, leurs ornements, leurs ors, sont dus à la lutte âpre, ininterrompue, de générations de marins, de commerçants, de financiers, de diplomates. Mais nous éprouvons, jusqu'à la nostalgie, ce que cette civilisation eut d'exemplaire, elle qui, comme la ville même, a résisté à l'engloutissement. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Et c'est absolument sur cette note plus positive d'une Venise résistante que je voulais terminer. C'est une fin heureuse et parce que d'une certaine manière, on trouve une solution à la contradiction entre changement et continuité. Et cependant, c'est une solution qui ne satisfait pas vraiment. La solution qui est trouvée, c'est que la fortune de la ville vient de sa capacité de se perpétuer telle qu'elle était. Et en même temps, là aussi, Braudel change d'avis rapidement. Dans le livre de 1984, il a un avis différent. Il voit Venise comme il pense que Venise devrait, pour se sauver, plutôt miser sur sa capacité à se réinventer.
il a peut-être un avis différent parce que entre-temps, deux choses se sont passées, la désindustrialisation et le surtourisme. En 1979, pardon, 3 ans après ce documentaire, le carnaval dans sa forme actuelle trouve sa première édition. Mais c'est une forme artificielle, comme le dit Braudel lui-même, parce qu'en fait, il s'agit d'un faux retour aux origines qui ne pourra jamais vraiment se passer. Donc, cette capacité de perpétuer soi-même, en fait, il faudrait plutôt que ça soit une capacité à se réinventer. Et c'est seulement de cette manière que Venise pourra résister, enfin, la résistance comme plutôt un acte, quelque chose d'actif plutôt que d'une position de passivité. Et Braudel, quand il est question de proposer des solutions pour l'avenir de Venise, amorce à ses idées, présente ses idées. Il est très en lien avec certaines institutions vénitiennes comme la Fondazione Cini, une fondation créée dans les années 50, très importante pour les historiens, mais pas que. Et donc, il dit dans le livre que la fondation pourra permettre de sauver la ville de Venise. Il conseille, il invite la ville à créer une université qui soit mondiale, avec une référence donc au passé vénitien, enfin au passé de Venise comme centre des cultures de l'Ouest, de l'Est, du Nord, du Sud, mais à une échelle mondiale cette fois. Eh bien, c'est quelque chose qui a été fait récemment avec une université qui se veut internationale. Mais est-ce que cela a sauvé vraiment Venise? Je ne crois pas. En tout cas, je pense que c'est intéressant de terminer sur cet engagement de Braudel en tant qu'historien. Et j'aimerais bien donc terminer avec à nouveau les mots, la voix, cette fois encore la plume de Braudel. Toujours le même livre, c'est la fin. On a commencé avec le début, on termine par la fin. Je suis de manière plutôt servile la structure à la fois du documentaire et du livre. Mais j'aimerais bien vous citer les presque derniers mots du livre. Les historiens, dit Braudel, qui abandonnent Venise avant d'avoir touché le temps présent, trahissent les exigences logiques de notre métier. Donc, en même temps, il dit « j'ai pas la bonne solution pour sauver cette ville », mais ils nous disent il faut se pencher tout de même sur la réflexion pour l'avenir de cette ville, parce que sinon, notre travail en tant qu'historien, ça serait inabouti. Et j'aimerais bien terminer avec cette phrase, donc. Je vous remercie et je pense qu'on peut ouvrir aux questions, aux commentaires, en espérant de pouvoir vous donner une réponse satisfaisante.